c'est que je sais plus ce que c'est là. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. J'aurais voulu vous donner une progression logique, mais... Je retrouve le document qui me vante. Je vais les retrouver. Je pense qu'on est passé là-dedans. Tout ça, c'est le même projet, c'est-à-dire qu'on nous met des documents, mais à ne plus savoir qu'en faire, d'analyses précédentes, qui sont des analyses, alors elles, très très rigoureuses, qui n'aboutissent à peu près à rien, puisque c'est juste des analyses, pas des projets, évidemment. Alors ça, il y en a. Ça, il y a des gens qui font des analyses, il y en a. C'est un métier. Bon, alors il manque des documents. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça. Et voilà. On cherche à la fin. Alors, par exemple, une étape. Le site est donc une abbaye qui est très, très belle. Hein. C'est cette abbaye-là, voilà. Voilà comment ça se présente. Et ce qui m'est demandé, c'est de travailler sur une partie intérieure, les enceintes, c'est ça, cette abbaye cistercienne, avec des bâtiments nouveaux qui vont avoir lieu ici, voilà. Donc un réajustement, l'entrée se fait comme ça, maintenant elle va se faire par ici, qui est un portail historique, et comment on utilise cette grande prairie qui a été autrefois, paraît-il, une prairie exploitée par les moines, avec peut-être une pêcherie ici. C'est très intéressant comme principe, et qu'il y avait de l'eau là. Qui venait du Cher, qui est une dérivation, et il y a encore un fossé à cet endroit, il y a de l'humidité, quelquefois la prairie est inondée, enfin. Puis il y a derrière tout un paysage bocager, et le Cher est là. Et puis ça monte vraiment. Alors donc ma construction de paysage s'oriente, elle part d'une contrainte fonctionnelle, ça c'est vrai. Il y a une partie formelle qui vient d'une contrainte fonctionnelle, donc ce n'est pas une idée, mais l'idée, elle existe quand même, c'est d'arriver à lier un paysage du bas du fond de la vallée avec ce coteau qui est très beau quand on peut le voir. Or, il est bloqué ici par tout un écran qui a été planté par un architecte des monuments historiques qui, eux, veulent toujours, je sais pas quoi. Je ne suis jamais d'accord avec eux. Et donc, moi, je transperce tout ça au nom de la prise de visuel d'un espace plutôt poétique qui se situe à la fois en haut et à la fois en bas, mais qui n'a rien à voir avec la commodité fonctionnelle, puisque de toute façon, on n'ira pas là-haut. Par contre, on ira un peu en bas. Alors, j'ai fait une série de propositions qui ont été discutées, mais c'était vraiment pour une réunion, où justement, on voit ici une ouverture, ici ça, je dessine ça dans un train. Donc c'est des crayons de couleur que j'emporte avec moi dans le train. Donc avec un bout de calque, enfin bon, c'est des trucs totalement, je peux dire, trucs de gamin, quoi, rudimentaires. Et je fais donc une série d'analyses que je leur soumets, ça donne lieu à une discussion, et à partir de cette discussion, voilà, j'ai dessiné sur des calques, parce que j'avais le plan en dessous. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite, ça c'est des tirages, c'est la même chose. Et ça s'est passé juste 2 heures avant la réunion qui me permettait une discussion. Pourquoi? Parce que ça permet une discussion.
Si je dis je vais retrouver la pêcherie, on en discute historiquement, est-ce qu'on fait des sondages ou pas? J'ai prévu des points de sondage. Non, on ne va pas les faire parce que sinon ça nous retarde pendant 2 ou 3 ans parce que les archéologues vont dire si on découvre quelque chose d'historique, c'est foutu. Le chantier est arrêté pendant. Donc on ne va pas les faire. Mais je fais une légende. Et tout le monde, j'ai dit, ça a été multiplié en 15 exemplaires, il y avait 15 personnes, on a discuté. Et le résultat de la discussion me permet d'établir que oui, je pourrais peut-être faire ce que je prévois là, c'est-à-dire un chemin qui vient de la ville de Saint-Amand-Montrond, qui va retrouver ici un point de convergence avec cet axe, etc. Puis comme j'apprends des choses supplémentaires qui viennent se greffer là-dessus, l'esquisse, en fin de compte, est différente. Et elle apparaît ici. Alors là, on est dans le jeté de couleurs. Et on est vraiment dans quelque chose c'est de l'expressionnisme avec du pastel sec. Enfin, c'est un truc un peu violent, mais qui donne l'ampleur du projet et les points forts. Alors, par exemple, si je peux m'approcher, voilà. Ça va comme ça? Très bien. À moins que vous... Oui, non, mais ça va. Donc, on est dans le même... voilà, les bâtiments sont en rouge. La partie à reconcevoir formellement se trouve ici parce que l'accès est là et la montée visuelle est ici. Les points d'aménagement intérieur du bâtiment ici et là, bon, ça apparaîtrait dans le détail, là c'est très grossier. L'éventuelle mémoire de quelque chose qui a dû être une pêcherie ne sera pas de l'eau, mais peut-être quelque chose qui aura la même forme et la même surface avec une plante qui va évoquer cette matière, l'eau, et qu'on ira découvrir probablement par une série de quelque chose d'un peu énigmatique, comme une série de labyrinthiques. Donc il faut que j'exprime ça avec ce blanc. Et d'un point de vue de la commodité, des arrivées des gens qui sont des touristes et des promeneurs qui vont à la fois venir là et à la fois aller ici, je prévois des aménagements parce qu'on passe sur des lieux humides et ce sont ceux-là. Donc un qui est en surélévation pour voir cette façade qu'on ne voit jamais, parce qu'on se promène plutôt là et jamais là-dedans. Et ça, qui est un lieu, qui est une sorte de ripisylve, un lieu couvert, enfin un bras mort d'ailleurs, mais qui est très très beau et d'un côté très romantique alors. On n'y va pas du tout, c'est dommage. Donc là, ça va nous obliger à y aller. Et le parking est ici, bon. Et quand je rends la chose adéquate à la réalité, c'est-à-dire aux cotes exactes. Alors là, je me mets à travailler avec des crayons plus fins. Je suis au centimètre près, évidemment. Ça donne des propositions comme celle-là qui sont calculées, qui sont détaillées avec une échelle. Ça, c'est du 500e, mais je vais l'agrandir après au 200, probablement. Donc, c'est l'aménagement intérieur. Mais quand j'arrive aux questions d'aménagement qui portent sur les grandes surfaces, qu'on les a vues là, je m'aperçois que ce que je voulais faire, qui était un carrefour situé plutôt sur le bras mort, je ne vais pas le faire sur le bras mort. Parce que là, là c'est ça la résolution esthétique. C'est que le principe, il est énoncé là, mais la forme, les courbes, les points de rencontre, il y a aussi dans mon esprit le coût, combien ça va coûter. Tout ça, je me dis non, ça va être beaucoup plus simple, moins coûteux, et peut-être plus, comme j'ai été obligé de rajouter ça que je n'avais pas prévu, plus élégant d'avoir ces formes-là que des formes qui ne me permettront pas de me raccorder ici, qui vont peut-être coûter trop cher à cause d'une installation lourde sur le vide à cet endroit, etc. etc. Donc à ce moment-là, il y a un réajustement, mais ça ne change pas l'idée. Elle est toujours à peu près pareille. Alors ensuite, et là j'y suis pas encore arrivé, je vais détailler la totalité de ces cheminements qui, eux, se situent dans la strate végétale, c'est-à-dire que ça ne demande pas d'aménagement. Parce que tout ça, ce sont des aménagements, mais ici, il va y avoir quelque chose de très différent, et là aussi, qui vont être plutôt des mises en œuvre végétales, avec un mode de gestion qui va donner les volumes, les hauteurs, les couleurs, etc. Éventuellement, si on fauche des passages comme ça,
dans une herbe qui n'est pas fauchée, on aura les cheminements qui vont apparaître, ça c'est saisonnier, et ce n'est pas un aménagement, c'est une gestion. Donc il y a quelque chose de très de double en fait. Oui, et d'ailleurs, bon, là quand vous me racontez, enfin votre utilisation du plan me rappelle beaucoup l'utilisation du plan que les architectes ont, c'est-à-dire c'est un outil de contrôle. Il y a un moment donné où on voit si ça marche, si on arrive à faire ce qu'on avait pensé. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut revenir 2 secondes à ça? Oui, bien sûr. Parce que, donc déjà vous changez de médium. Oui. Vous utilisez vous avez dit c'est du fusain? Ça c'est un pastel sec. C'est un pastel sec, oui. Ça c'est un autre projet, ça c'est un pastel à l'huile. Bon, moi j'avais des questions alors par rapport au... je ne sais pas si vous l'avez dit, mais que représente par exemple ça? Ça, ce sont des accès, ce sont des possibilités de chemin qui se croisent là-dedans. Donc c'est ce que je dis être un mode de gestion différencié dans la strate herbacée, cette grande prairie humide. Mais c'est important de le figurer pour bien qu'on comprenne que ça donne un accès à cette espèce de rectangle bleu qui ne sera pas de l'eau. Et les points rouges, comme ça? Les points rouges, ce sont cette partie-là serait plutôt de l'agroforesterie, donc ce sont plutôt des arbres dont on ramasse les fruits, par exemple, mais on cultive en dessous ou on met des animaux. Donc on est dans une gestion presque agricole, en fait, dans cette partie-là. Et ce qui est un... Oui. Non, je me demandais ce que vous diriez qu'il y a dans ce dessin. Bon, évidemment, il y a une richesse que pour moi, je pense, elle a peut-être à voir avec le fait que pas tous les signes, pas toutes les marques dans le dessin ont le même statut. C'est-à-dire qu'il y a les lignes qui sont là où il y a les bâtiments, enfin c'est une esquisse à peu près, c'est pas si précis, mais c'est quand même c'est des choses qui existent ou que vous allez dessiner avec les matériaux, etc. Puis il y a d'autres choses qui sont de l'ordre du suggestif ou de l'intention qu'on n'a plus après dans le plan final. Donc je me demandais si pour revenir à ce que vous m'aviez dit au début. Si je le montre ou pas? Non, à propos de cette vibration, oui. Est-ce qu'il y a... Enfin, je ne sais pas. Oui, ça, si vous voulez, ce sera toujours plus proche de quelque chose qui est mon ressenti du paysage, en fait, que ce que je vais produire en fin de compte. Parce que je suis obligé malgré tout d'aller à la précision, on est un peu contraint par les contours, quoi. On est obligé de faire les contours des choses, alors que là, il n'y en a pratiquement pas. Enfin, c'est plutôt une incertitude, une vibration. C'est musical, c'est tout ce qu'on voudra, tandis que là, ça devient de plus en plus formel, mais par obligation, parce qu'il va falloir faire après un dossier technique. Un dossier de consultation des entreprises. Alors là, on va avoir des plans les plus secs du monde. Est-ce que vous avez essayé de résoudre cette tension à un moment donné, ou pour vous, c'est pas vraiment un problème? Disons que si j'ai proposé d'ailleurs, c'est pour les carnets du paysage, quelques dessins techniques, mais qui sont faits malgré tout, qui sont complètement exacts sur les cotes, mais qui sont quand même faits à la main. Je ne sais plus maintenant, je pourrais vous les retrouver, ces dessins, si vous voulez. Ils les avaient publiés, eux? Ils vont les publier, là. Dans le dessin, dans le numéro sur le dessin? Bon, je regarderai alors. Il y a un ou deux, mais c'est-à-dire que un dessin technique, il est glacé. Parce qu'on fait un trait comme ça. Oui, mais c'est en bois. Mais le bois, il n'est pas du tout, il n'a pas ce côté lisse, absolument. C'est pas du marbre, c'est du bois. Donc, à la main, on peut faire beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre outil, quelque chose qui est un petit peu vibrant, un peu hésitant, et qui va être la réalité, en fait, qui va donner cette sensualité-là. Et pourquoi elle est importante pour vous dans le dessin, même au niveau du dessin technique? Parce que sinon, on est faux. Je trouve que ce qu'il y a de plus juste, c'est d'aller vers ce qui va être, pas forcément la réalité, elle sera toujours différente, mais la sensualité, l'hétérogénéité des choses. Quand on a tout rasé, quoi, parce qu'on fait un trait de A à B, que c'est une ligne, on est faux complètement. Complètement. Mais plus encore que dans une... C'est une erreur plus forte pour moi qu'une erreur de cote.
C'est une erreur de la représentation des choses, véritablement. Je peux vous retrouver ces dessins si vous voulez, mais... oui, surtout que vous m'en parliez, parce que cette question de voilà. fausseté ou de vérité, ça m'intéresse, disons, surtout, oui. Encore une fois, pour revenir à ces questions de représentation et de... Voilà, bon, ça c'est des photocopies, elles sont pas bonnes. Hein. Je sais même plus où sont les originaux d'ailleurs. Mais je pense qu'ils les ont gardés à la DRAC. Mais par exemple, ça, c'est un dessin, c'est fait au crayon. Bon. Ce ne sont que des hésitations dans le calpinage, dans la composition dans ces choses qui sont des piles. C'est de la lave, hein, de la pierre de lave. Bon, mais ça, vous le faites jamais en dessin technique d'habitude. Et puis c'est la machine qui fait ça aujourd'hui. Moi, je veux pas. Parce que ça, c'est plus juste. Et en fait, c'est comme ça. C'est pas comme les dessins techniques des plans. C'est comme ça. La réalité est beaucoup plus proche de ça qu'elle ne l'est des dossiers techniques. Quoi. Mais bon, là, on touche vraiment à des questions de représentation qui sont liées à est-ce que... Enfin, faites attention parce que le pied du trépied est juste derrière vous. Est-ce que Enfin, quand vous dites juste pour vous, j'essaie de comprendre en quoi cette justesse consiste, parce que de toute façon, la représentation est un artifice. Donc, tout à fait. Mais cette justesse, elle est celle de l'appréhension de la matière, de la confrontation du corps à la matière. Sinon, évidemment, on pourrait parler, si on parle d'autres... Moi, je parle de ça. Je parle de ça, ça c'est lisse, mais ça c'est rugueux, et dans l'espace, on le voit à l'œil, une surface, elle a des aspérités, parce que la taille de ces pierres de lave, c'est de la lave, je savais bien que ce ne serait pas d'un aspect luisant et parfait et marbré, mais c'était fait, d'abord c'était fait à la main, c'était prévu pour ça, tailleur de pierre qui a fait ça, qui aujourd'hui est devenu architecte d'ailleurs, et j'avais demandé un bord interne, par exemple, de la margelle comme ça, c'est-à-dire totalement irrégulier, alors que le bord externe de la margelle est régulier, celui-là, ça c'est irrégulier. Il a parfaitement exécuté ça, mais même ce qui est prévu pour être inscrit dans des formes classiques, avec des angles et tout ça, a une aspérité, a une matière. Et là, malgré la volonté de la représentation technique, hein, les petits points pour le béton, le hachuré, etc., il y a quelque chose pour moi qui se rapproche beaucoup plus d'une réalité future qu'un seul trait à l'ordinateur. Mais est-ce que ça vous permet... Ça permet surtout d'aller beaucoup plus vite. Hein. D'accord. Oui, c'est sûr que faire un trait hésitant à l'ordinateur, c'est une des choses les plus difficiles à réaliser. Exactement, ça prend beaucoup de temps. C'est infernal. Oui, les vecteurs, c'est plus facile. Bah, oui. Mais bon, ce que j'essaie de comprendre, est-ce que ça vous permet de réfléchir ou d'anticiper quelques problèmes qui peuvent survenir du fait de cette matérialité au moment de la construction? Donc, est-ce que ça vous permet de penser vos détails d'une autre façon, d'une façon plus précise, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous avez l'impression qu'on, justement pour le récipient pour la personne qui doit être l'exécutant, est-ce que vous estimez que ça, parce que bon, peut-être qu'il aurait tout à fait aussi bien compris, si vous avez fait une ligne droite, il aurait bien compris que bon, la lave, elle a une surface un peu rugueuse et qu'il allait interpréter, et voilà. Où est-ce que ça se situe pour vous cette... Moi, ça se situe, je dirais, pour moi et pour le client. Moi, ça me satisfait plus parce que je vois bien je sais ce que je veux et ce que je veux, et donc je vais montrer ce que je veux et non pas quelque chose qui serait amoindri par la froideur du trait. Celui qui construit, il n'a pas forcément besoin de ça. Je ne me rends pas compte, hein, parce qu'il faudrait lui poser la question. Mais il peut en effet avoir un dossier technique tout à fait fait le plus sèchement du monde. Ça ne changera rien. C'est un artisan, il sait ce qu'il fait et il produira ce qui est... Il ne va pas transformer
une lave en marbre. C'est presque le trait du dessin de l'ordinateur est marbré, si je puis dire, c'est-à-dire refroidi et sans aspérité, etc. Non, vraiment. Donc lui, je ne suis pas sûr que ça change. Par contre, ça peut alerter sa sensibilité différemment. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Alerter sa sensibilité. Vous pouvez c'est une très belle expression. Vous pouvez Est-ce que c'est une expression que vous utilisez souvent ou que non, je l'utilise là tout à coup. Bah parce que si moi je connais des artisans, j'ai un ferronnier près de chez moi avec qui je donnais des trucs et je vois bien que ces gens-là, ils ont ils sont complètement impliqués, ils n'ont pas le vocabulaire pour dire ce qu'ils font exactement, mais ils le font avec ils sont extrêmement près de leur matière, de la construction, et ils respectent les codes, etc. Mais enfin, si on leur montre quelque chose qui a... là, par exemple, je ne suis pas obligé de mettre des plantes pour celui qui va tailler la pierre, mais il y a des plantes. Il n'est pas inutile qu'il sache qu'il y en ait. Et si c'est quelqu'un dont la sensibilité est un petit peu plus forte, il va comprendre immédiatement quelque chose, c'est-à-dire la situation générale, là où ça se positionne, et pourquoi il faudrait mieux que ce soit comme ci ou comme ça. Et peut-être qu'il y aura une suggestion technique qui viendra de celui qui construit, en disant oui, mais alors si on fait ça, est-ce que ça ne va pas faire ça, etc. Il y a un dialogue qui peut s'engager, et qui peut-être ne s'engagerait pas dans un dessin sec. Qui n'irait pas au-delà des connaissances dont ils ont besoin stricto sensu. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre ceux qui réalisent pour des insensibles ou des imbéciles. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que ceux de cette... Parce que là, Et je trouve même dans la façon, dans cette représentation-là, même si le médium est le même, là, elle est assez différente en fait. Elle est très différente parce que là, on est sur un rendu. C'est-à-dire que vous allez utiliser ça pour vous allez le montrer en... Oui, j'ai d'ailleurs fait tout un dossier là-dessus. Ça a été rendu. C'est réduit en format A3. Et c'est un projet, alors là, je l'ai ici peut-être. Ça c'est vraiment quelque chose de très différent. Non, c'est encore autre chose. Je suis un peu perdu dans le Mais j'en ai plusieurs en chantier ensemble. Où est-ce qu'il est celui-là? Voilà, Péronne. C'est ce projet-là. C'est le musée de la Grande Guerre. Donc pour 2014. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a une phase d'écriture qui n'a donc rien, mais qu'on voit dans les carnets, qui est très importante et que je restitue aussi. C'est-à-dire que je fais un texte. Quand vous dites les carnets, dans vos carnets d'esquisse. Oui. Je fais un texte qui va qui va être très, très important dans la compréhension du projet. Alors, Péronne. Et donc la place du mot, pour vous, c'est, dans ces rendus, c'est quoi la place des mots? La place des mots. Par exemple, ça s'appelle le 6e continent. C'est pas anodin. Il y a 5 continents, en principe, sur la planète. Bon, là, c'est un petit peu mégalo comme histoire, mais enfin bon, c'est drôle. Vous savez qu'il y a une exposition en ce moment qui s'appelle le 6e continent ou l'écologie de l'image? Ah non, je sais pas. Bon, c'est pas, je vous en parlerai peut-être après. Et donc, oui, donc le 6e continent pour vous, c'est... Ah oui, alors, je vais vous expliquer. Donc voilà le projet. Ça se présente au niveau des esquisses, je crois que je ne les ai plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Peu importe. Disons que si on prend ce projet-là, qui est la fin, c'est un fin grossière, parce qu'on est à une échelle très éloignée. Il y a un musée qui s'appelle le musée de la Grande Guerre qui est là. Vasconi, non, je ne sais plus qui l'a fait, enfin c'est un architecte connu. C'est pas Nazrine Serragi, non? Comment? À un moment donné, il me semblait qu'il y avait Nazrine Serragi sur ça. Non, c'est pas lui. C'est pas. C'est pas Vasconi non plus d'ailleurs. C'était pas Siriani aussi? Si, ça, Siriani.
exactement. Et donc il y a un étang, qui s'appelle l'étang du Cam, qui est là. Et on me demande quelque chose qui est en rapport avec la Grande Guerre. Les 5 continents sont concernés du fait qu'il y a des gens qui sont venus faire la guerre dans cette région de la Somme et ailleurs, des 5 continents. Bon. Alors, je dis, ben voilà, on va faire un projet qui parle des végétaux qui viennent de ces 5 continents, mais qui ne sont pas là pour faire la guerre, mais pour vivre ensemble. Donc ça s'appelle un écosystème émergent, c'est-à-dire des plantes issues du brassage planétaire qui sont capables de vivre sous un climat donné. Et c'est pas pour autant des invasives, parce que je suis tout à fait contre ce discours-là. Donc je crée une sorte d'archipel. Le projet, c'est juste ça, dans un premier temps, c'est ça. Après, c'est tout ça, mais bon. Et là, il y a 5 îles qui sont construites. Alors là, j'ai fait toutes sortes d'esquisses, de propositions techniques, d'images détaillées, de passerelles qui passent, enfin bon, bref, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Des plans de plantation qui sont très précis d'ailleurs, hein, même au niveau de, je dirais que même au niveau de, enfin c'est un plan de plantation, on est sur calque, mais enfin c'est très précis, même au niveau de l'esquisse, que ça reste quand même une esquisse, ça peut être précis. Donc je fais 5 îles qui sont des îles à pente à 45 degrés à peu près, c'est tout petit, et j'en rajoute une 6e. Il y a une passerelle pour y aller, qu'il faut construire, en métal d'ailleurs, qui atteint toutes les îles, là on passe à gué, sauf une, on ne peut pas y aller du tout, et on viendra éventuellement en bateau, le bateau il est là. Le bateau du Vous avez pensé à tout. Oui. Alors le bateau, l'idée c'est qu'on peut venir planter des plantes de son pays, si on est anglais, canadien, sud-africain, ou je ne sais pas quoi, des gens qui ont fait la guerre, car il y a énormément de visiteurs de toutes ces régions du monde, dont la famille a fait la guerre, les anciens, etc. Ils apportent une plante et ils viennent la mettre là. Étant donné que c'est tout petit, ça va très vite être saturé si ça marche. Autant qu'il est prévu adjoint à ça une petite pépinière. On peut acheter les plantes ici, venant de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, bref, si on n'en a pas apporté de chez soi. Donc il y a tout un aspect comme produit dérivé presque, on pourrait dire, mais qui vous fait voir la guerre autrement. Alors à ce moment-là, comme c'est trop petit, on utilise la totalité du boisement qui est autour, un vilain mini-golf qui deviendrait un lieu où on peut planter des choses, et puis plein de petites clairières où on peut planter, c'est toutes les taches oranges, comme voilà. Et ça introduit un mode de gestion de la ville. Alors il y a le texte qui donne l'explication de tout ça, mais le seul objet véritablement à créer, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est un truc minuscule. Donc évidemment, les choses ici, les mots ont du sens. Enfin, je veux dire, le 6e continent, c'est important. C'est une vision idéalisée du brassage planétaire. Même si c'est tout minuscule, c'est juste emblématique. Ça m'arrive de faire des projets qui sont strictement emblématiques. L'île d'Herborance dans le parc Matisse, qui est quelque chose de beaucoup plus grand, hein, c'est énorme, hein, c'est un espèce de truc de 7,50 m de haut qui fait 2500 m², qui est surélevé au-dessus de l'espace central. C'est un objet emblématique du tiers-paysage, de la nature fabriquant son propre paysage. Mais c'est un emblème. Dans un parc de 8 hectares, là c'est beaucoup plus petit, mais ce sont des emblèmes. Ça veut dire quelque chose qui est important, si on l'explique évidemment. Mais ça fait partie de toute la communication qu'ils souhaitaient. Hein, ils veulent communiquer de cette façon-là plutôt que sur la guerre elle-même. Donc ça, c'est encore un autre. D'abord, c'est un calque, c'est un papier celui-là. Non, c'est un calque celui-là. Je fais des tirages, mais bon. Qui est un calque plus résistant. C'est du pastel à l'huile, donc ça demande longtemps à sécher. C'est beaucoup plus expressif encore, parce que ces couleurs sont plus denses, etc., que le pastel sec, mais c'est moins vibrant, ça c'est beaucoup plus jeté. Donc voilà un peu comment je travaille. Alors après, tout ça part dans une autre moulinette. Hein. Ça va
entre les mains de ceux qui font des beaux dessins sur ordinateur, même si, bon, parce que c'est quand même très beau ce qu'ils arrivent à faire. Et c'est plutôt des plans techniques, c'est plutôt les dossiers techniques, et puis la réalisation. Et moi, je fais un peu une supervision éloignée, comme ça, de tout ça, avec un regard particulier sur les matériaux, donc leur définition. Je demande des maquettes. À ce moment-là, on passe à la fabrication. C'est que je dis, donnez-moi un bout de machin, que je vois comment on fait cette passerelle métallique, je veux voir comment... Donc c'est des échantillons de fabrication, c'est des vraies plantes qu'on va voir en pépinière, c'est des objets. À ce moment-là, on rentre vraiment, on n'est plus du tout dans le dessin, on n'est plus du tout dans tout ça. Ouais. Et vous ne travaillez pas avec des maquettes pour... Très rarement. Je fais des maquettes, je les jette au fur et à mesure. Ça, c'est une vieille maquette qui est devenue un peu de poussière. Attendez, j'arrive. Complètement, mais alors, ça, par contre, on ne va rien voir, parce que j'ai placé l'éclairé là, un peu. Voilà. Là, il faudrait un extincteur. Ça, c'était un projet pour le Chili. Et on est sur le toit d'un bâtiment et on voit une espèce de chose comme ça qui est une perche un peu arquée. Et il y a des cailloux. Des cailloux là. C'est des gros rochers en fait. Ça, c'est des arbres. Bon. C'est dans un paysage assez sauvage. Ça, c'est assez travaillé. Et c'est un gnomon, c'est-à-dire que ça s'appelle reloj de uva. C'est la montre ou l'horloge de la vigne. Parce qu'à certaines saisons, ça donne une ombre. Alors les pierres sont disposées pour dire quand l'ombre arrive là, c'est l'époque de la fausse vendange. Quand elle arrive là, c'est l'époque de la vraie vendange, etc. Donc j'avais construit cette petite chose qui a été réalisée maintenant. Hein, c'est du côté de Santa Cruz, au sud de Santiago. Et c'est pas toujours on n'a pas toujours besoin de faire ça. Je pouvais m'en passer, mais en même temps, ça m'amusait de le faire parce que ça devait coïncider aussi avec la maquette de l'architecte, donc voilà, ça nous arrive. C'est quoi les matières? Ça, c'est du papier? Alors ça, c'est du papier, ça, c'est de la mousse, ça aussi. Donc j'ai fait du polystyrène, des bouts de machin, des bouts de tout ce qu'on voudrait, des bouts de balai, des bouts de... Enfin, comme d'habitude, quoi, les maquettes, c'est fait avec n'importe quoi, ça, c'est de la terre. Pas les maquettes d'architectes. Non, pas les maquettes d'architectes, mais nous, alors justement, nous faire des maquettes, ça se justifie beaucoup moins que pour les bâtiments. On a besoin pour les bâtiments, je trouve, c'était très bien de faire. J'ai travaillé un peu avec Zumthor, et quand on va dans l'atelier de Zumthor, lui, il fait des maquettes d'abord, avant le dessin. Il construit dans l'espace, tout de suite, génial. Enfin bon, c'est un menuisier, lui. Mais pourquoi est-ce que vous dites que les paysagistes ont moins ce rapport à la maquette? Enfin, il y a moins besoin, comment vous expliqueriez? parce que c'est pas justifié de faire une maquette, des maquettes pour les choses qu'on a là. On les exprime tout aussi bien en plan et en dessin. Et surtout, on est à des échelles très très grandes. Ça fait 5 hectares. Si on fait une maquette, à quelle échelle va-t-on représenter ça? C'est un peu ridicule. On va finir par faire quoi? Un truc immense pour qu'on comprenne. On comprend bien avec le dessin. C'est drôle, je suis allée dans l'un des ateliers de projet de 3e année. Ça devait être votre ancien atelier, on m'a dit. Oui. Et c'était drôle parce qu'il y avait 3 étudiants, ils étaient par groupe et il y en avait... ces 3 étudiants, ils avaient fait un travail très intéressant en représentation en 2D, mais ils ont dû passer énormément de temps à faire une énorme maquette. Oui. Et ils ont passé 3 minutes dessus et après ils sont passés au dessin et c'est vrai qu'entre le temps qu'ils ont mis pour la réaliser... Alors, ce qui est merveilleux dans ces endroits-là, c'est qu'ils font des choses qu'ils ne feront plus jamais professionnellement. Mais ils les font très très bien, des maquettes telles qu'on les voit faire, parce qu'ils éprouvent le besoin de le faire. C'est pas une obligation. Moi, dans ma pédagogie, c'est pas obligé dans la phase du rendu. Ils avaient tous les moyens. Ça peut être une vidéo, ça peut être un pas de danse, ça pouvait être bon. Et des maquettes s'ils veulent. Et il y en a qui faisaient des maquettes absolument magnifiques, quoi. Vraiment très très belles. Quelquefois juste des maquettes indicatives qui sont même pas ajustés dans les cotes, mais qui donnent, c'est comme des objets conceptuels, enfin, comme un logo.
Ils passent un temps énorme à ça, ils sont plusieurs. Mhm. Dans un atelier, on ne peut pas faire ça. Mhm. Quelquefois, on n'a même pas la place, mais c'est surtout qu'on n'a pas le temps, l'argent. On ne peut tout simplement pas. C'est très rare qu'on fasse des maquettes coûteuses, parce que personne ne nous les paierait. Mhm. On est très mal payé, nous, puisqu'on est encore indexé. Enfin, je ne sais pas, moi je travaille autrement depuis l'an 2000, je suis complètement dans un autre registre, mais on est indexé sur, comme les architectes, sur le montant des travaux. Mais le montant des travaux est souvent très faible dans notre cas. Mhm, oui, plus faible que pour le bâti, vous dites. Beaucoup, beaucoup plus. Oui, beaucoup, beaucoup plus faible. Beaucoup, beaucoup plus faible. C'est pas comparable du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc, si on a des 6, 8 ou 10% sur ce montant-là, qui est petit, ça fait très peu, quoi. Mais à ce propos, est-ce qu'il y a des projets pour lesquels vous avez utilisé d'autres moyens de représentation que le... Enfin, je pense plus à la photographie aussi. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez ressenti le besoin de travailler avec autre chose que le dessin principalement? Les photos, c'est souvent des photos, oui, on travaille avec des photos. On montre l'état des lieux, par exemple. Donc on a une prise de vue, comme on en a là, des photos aériennes ou de noir lac, c'est des photos. Et je vais peut-être refaire un dessin qui va se réinspirer de prendre la même vue, quoi. Donc on a ou des photos que j'ai prises moi de l'état des lieux et je refais un dessin à partir de ça. Est-ce que vous collez des photos dans vos carnets? Non, non. Donc en fait les carnets sont très purs. Enfin, ouais, non, c'est des dessins. Les diapos sont là. Alors, donc c'est des milliers de diapositives. Hein. Que vous avez prises ou qui sont aussi des diapositives de référence? Ah non, c'est des photos prises par moi. Toutes. Tout ça, c'est à la fois les voyages, les lieux, les chantiers, Bon. Mais ce sont des diapositives. Et puis comme j'ai plus de rangement, il y en a encore là-dedans. Enfin bref, il y en a partout. Donc vous travaillez beaucoup avec les diapos? Plus qu'avec la photo? C'est la même chose pour moi. Ah. La photo papier? La photo comment? Je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, il y a la photo numérique, mais... Ah non, mais ça, c'est des trucs qui se sont arrêtés en 2000. Vous avez arrêté de travailler avec les diapos? Ah ben oui, malheureusement. Parce que si je travaille avec les diapos, c'est parce qu'il va y avoir une exposition et qu'on va agrandir une photo tellement grande qu'il vaut mieux que ce soit une diapositive. J'ai toujours un appareil pour ça. Mais c'est très difficile, il n'y a plus que 2 ou 3 labos qui tirent les diapos. Enfin bon, ça devient un travail d'artiste, là pour le coup, de photographe artiste. Mais sinon, tout est dans l'ordinateur ou sur un disque dur. Et ça, c'est depuis, je sais pas, 2003-2004, je me sers plus de... J'ai des appareils numériques. Donc j'ai à peu près autant, même plus d'images dans l'ordinateur qu'il n'y en a là. Vous les avez aussi scannés, les diapos, non? Oui, mais j'étais obligé. Pour faire des conférences, j'ai dû scanner, je sais pas, 200 ou 300 ou peut-être plus diapositives, qui sont tellement utiles parce que je peux plus aller les prendre, c'est dans des pays je sais pas où, et donc j'ai scanné les diapos, oui. Et comment ils sont classés? Géographiquement? Alors non, par thème. Par thème. C'est uniquement par thème. Alors par exemple, il y a les chantiers aussi, hein, et il y a les lieux.